14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. L'urgence, c'est que mon fils revienne à la maison. On veut le revoir, on veut avoir une piste. Les gens, il faut qu'ils sachent qu'on l'appelle Titi ou Cowboy. S'il a peur, appelez-le par son surnom. C'est le seul moyen de le réconforter. Qu'on lui dise que ses sœurs l'attendent, que nous on l'attend, que sa mère attend qu'il revienne. On ne va pas le fâcher, on se pose des questions. Bonjour, les confessions d'un tueur d'enfants. Celle du suspect numéro 1 dans l'affaire du petit Jonathan Coulon. Ce garçon de 10 ans et demi qui avait disparu au printemps 2004 d'une colonie de vacances à Saint-Brévin-les-Pins. Son corps devait être retrouvé ligoté dans un étang de la presqu'île de Guérande. Ce suspect, c'est l'Allemand Martin Ney, un pédophile et tueur en série que la justice française a interrogé sans relâche ces 8 derniers mois. Il a livré des confidences sur la mort du petit Jonathan, pas d'aveux circonstanciés, mais toute une série d'impressions et de déclarations glaçantes. La curieuse sensation aussi que Martin Ney fait tout pour glisser entre les mailles du filet de la justice française. Dans quelques jours, Ney sera remis aux autorités allemandes qui avaient accepté son extradition temporaire. Martin Ney est-il le ravisseur et meurtrier du petit Jonathan ? Qu'a-t-il vraiment raconté aux juges français ? Un procès permettra-t-il à la famille de Jonathan de retrouver la paix ? Toutes les réponses à ces questions avec nos invités. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui, dans l'heure du crime, les mystères de Martin Ney, suspect numéro 1 dans l'enlèvement et l'assassinat de Jonathan Coulon, un enfant disparu brutalement d'un centre de vacances au premier jour du printemps 2004 dans une commune proche de Saint-Nazaire. Dans la matinée du 7 avril 2004, plusieurs véhicules de gendarmerie barrent l'accès d'un centre de vacances en plein centre de la petite commune de Saint-Brévin-les-Pins, une station balnéaire familiale du pays de Ré. Les gendarmes inspectent l'une des chambres de l'établissement qui accueille des écoliers du département du Cher. Le petit Jonathan Coulon, 10 ans et demi, en classe de CM2 dans une école d'Orval, près de Bourges, est arrivé ici il y a une semaine. Au matin, son lit a été retrouvé vide. Ses camarades de chambre dormaient profondément et n'ont rien entendu. Plusieurs éléments inquiètent les enquêteurs. Tout d'abord, Jonathan est parti seulement vêtu de son pyjama. Sans chaussures, ni chaussons, ni chaussettes. Ses parents, arrivés rapidement à Saint-Brévin, décrivent un enfant plutôt timide, heureux de se retrouver en vacances au bord de l'océan pour la première fois. Un petit garçon qui n'a vraiment rien d'un fugueur. Il est établi que la serrure de sa chambre était cassée depuis plusieurs jours et n'avait jamais été réparée. Le lit de l'écolier était juste à côté de la porte, autant d'éléments qui vont dans le sens d'un rapt, tout aussi rapide qu'audacieux à la faveur de la nuit. La piste familiale est rapidement écartée. Les parents, Virginie et Stéphane Coulon, forment un couple uni. Jonathan n'était pas au centre d'une guerre familiale. Les recherches pour retrouver le petit garçon battent leur plein. Le bâtiment est vaste et le ravisseur semblait connaître les lieux. Le personnel du centre de vacances est longuement entendu. Un camping tout proche est exploré, tout comme la petite forêt de pins de la Pierre attelée face à l'océan. Des résidences secondaires fermées sont visitées. Les jours passent, mais pas de traces de Jonathan qui a vraisemblablement été enlevé de force, embarqué dans un véhicule. Pas moins de 480 automobilistes vont être interrogés. Les enquêteurs mettent rapidement en place une cellule spéciale, Disparition 44, qui va recevoir plus de 400 appels en quelques jours sans qu'aucun d'entre eux ne soit vraiment concluant. Au fil des investigations, les gendarmes vont recenser une trentaine d'agressions sexuelles commises dans des centres de vacances de la région Sud-Loire entre 1982 et 1998. Toujours le fait d'un individu qui gagnait la confiance des enfants et était à l'aise dans ce milieu, indique alors le lieutenant-colonel Pierre Poty. Cet agresseur-là, non identifié, se serait-il changé en ravisseur ? 19 mai 2004, plus d'un mois après la disparition du petit Jonathan, des résidents du manoir de Porte-Calon, sur la presqu'île de Guérande, à une trentaine de kilomètres de Saint-Brévin-les-Pins, contactent la gendarmerie. Un corps est à demi immergé dans un étang tout proche.
Les secours et les enquêteurs n'ont pas de difficulté à identifier le cadavre du petit Jonathan Coulon. Son ravisseur, qui est sans doute aussi le tueur, s'est livré à un rituel bien précis. La victime a été totalement déshabillée, des cordelettes de nylon enserrent les chevilles, les poignets et le cou de façon à placer l'enfant en position fétale. Son assassin a pris le soin de lester le corps avec un parpaing de 18 kilos afin d'empêcher qu'il ne remonte à la surface. L'autopsie ne peut pas déterminer si l'enfant a subi des violences sexuelles. En l'état, Jonathan serait mort par étouffement. Un expert conclut que le corps a été récemment immergé. Le petit garçon aurait donc été séquestré dans la région avant d'être tué. De quoi accréditer dans ce premier temps une piste locale. Et voilà donc pour les premières semaines de cette enquête autour de la disparition et du meurtre du petit Jonathan Coulon. On va voir que la piste locale n'est peut-être pas la seule. Une piste allemande va très vite apparaître, mais on va y venir dans le chapitre suivant. On a tout de suite en ligne dans l'heure du crime maître Cathy Richard, avocate de la grand-mère de Jonathan. Bonjour maître Cathy Richard. Vous suivez depuis très longtemps et presque depuis le début toute cette affaire. En quelques mots, c'est donc, on le dit, la piste locale qui est privilégiée à ce moment-là. Oui, forcément, c'est la piste locale qui est privilégiée parce que en France, on a du mal à imaginer la piste du tueur en série déjà. Pour nous, c'est très américain. L'idée d'un individu qui serait un professionnel du crime et qui passerait les frontières, ça vient pas forcément tout de suite à l'esprit des enquêteurs. Donc, bien sûr, la première chose à laquelle on pense à la piste locale. Et puis, on sait aussi maintenant qu'on pense à la piste locale parce que on pense à cette époque que Jonathan a été séquestré. Donc on pense forcément que c'est quelqu'un qui a une organisation locale, quelque chose qui est établi dans le coin. Alors on entend ce que nous dit maître Cathy Richard. Timothée Bautry, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au journal Le Parisien. Merci beaucoup d'avoir accepté aujourd'hui l'heure du crime, l'invitation de l'heure du crime et d'être dans le studio de l'heure du crime. C'est vous qui avez fait aujourd'hui ces révélations dans le journal Le Parisien avec les confessions, les confidences, on les appelle comme on veut, de Martin Ney, qui reste le suspect numéro 1 dans cette affaire. On va y venir sur Martin Ney dans cette émission. Tout de suite, vous avez suivi, vous, l'affaire dès le début, vous la connaissez parfaitement, vous étiez sur place parmi les premiers journalistes arrivés là-bas, à Saint-Brévin-les-Pins. Il y a beaucoup de vérifications locales qui sont faites. Les gendarmes, ils ne perdent pas du tout de temps dans cette histoire. Oui, alors pour être précis, mon premier déplacement c'est à Orval en fait. Oui, dans le village des parents. Le village des parents, je rencontre la grand-mère de Jonathan très vite et je suis présent quand le car scolaire revient sans Jonathan. C'est évidemment une scène que je ne peux pas oublier. Et ensuite, je me suis aussi rendu effectivement à Saint-Brévin, à l'époque où on était toujours dans le cadre de la recherche. Son corps n'avait pas été retrouvé. Effectivement, beaucoup de rondes de gendarmes. C'est une zone où il y a pas mal de résidences secondaires, donc il faut fouiller tous les points d'eau, enfin tout ce qu'on fait classiquement, quoi. Ce que je veux dire par là, Timothée Boutry, j'y arrive, c'est que c'est pas une disparition anodine. Très vite, les gendarmes ils saisissent qu'il y a un truc grave qui vient de se passer. Oui. Comme vous l'avez dit dans votre résumé, il n'y a pas un profil de fugueur, il a 10 ans, il n'est pas du tout chez lui, et donc c'est comme un enfant de 10 ans qui a disparu en pleine nuit, donc c'est extrêmement grave très très vite. Donc d'importants moyens, vous l'avez dit, beaucoup de gendarmes, des fouilles. Très vite, on sait bien que on part sur une hypothèse criminelle. Alors il y a assez rapidement la découverte de ce corps qui a sans doute séjourné un peu plus longtemps que prévu dans l'eau. Il y a, dès les premières constatations des gendarmes, il y a une signature criminelle. C'est indubitable. C'est vrai qu'il y a une mise en scène. C'est pas quelqu'un qui l'a mis dans ce point d'eau. Effectivement, vous l'avez dit, il a été attaché d'une certaine manière. Il y a ce parpaing qui a permis de le lester. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est un endroit qui est, c'est caché de la route en fait, ce plan d'eau. En fait, comment ça se présente d'ailleurs? Parce que c'est toujours compliqué. Il y a ce manoir. On parle toujours du. Oui, c'est un manoir. En fait, il y a une route. Pas une grande route, mais une route quand même de circulation. Il y a un grand mur en fait, et l'étang est derrière ce grand mur. C'est-à-dire que on le voit pas de la route, quoi. C'est pas tiens, je vois ce point d'eau. Et en fait, le manoir, il a été transformé en lieu d'habitation, donc divisé en plusieurs appartements. Donc c'est ça aussi qui peut-être accrédite la piste locale. Il y a cette erreur sur la datation et le fait que on se dit il faut connaître cet endroit puisqu'on le voit pas du bord de la route. Un mot, Timothée, sur justement cette erreur de datation qui va peser lourd dans la suite de l'enquête. On va le voir, ça va retarder
sans doute plein de vérifications. Qu'est-ce qui se passe? C'est un expert qui dit... Oui, c'est l'analyse anatomopathologique exactement qui dans un premier temps, l'expert dit que l'immersion du corps dans l'eau est récente. C'est-à-dire que donc son décès est sans doute tardif, ou en tout cas le corps a été conservé assez longtemps, il y a une séquestration, et donc on se dit quelqu'un qui a pu garder un mois et demi le corps d'un enfant avec lui, forcément il habite dans le coin. Et donc l'hypothèse allemande qui va émerger très vite en fait, parce qu'on va en parler, on va dire pourquoi. Les enquêteurs se disent non, c'est pas possible, ça peut pas être un tueur itinérant qui aurait conservé le corps aussi longtemps et qui en plus serait revenu dans la région pour le déposer. Donc plus d'un an plus tard, une nouvelle expertise va dire que va infirmer cette conclusion, ce qui signifie aussi qu'il y a des fouilles très importantes qui sont entreprises dans les résidences secondaires du coin. Je crois que tout est ratissé. On ouvre même des maisons, etc. qui sont fermées. Oui, on ouvre des maisons. Moi, je me souviens de voir les gendarmes marcher dans la lande, taper aux portes, solliciter un peu tout ce qui se passe. Voilà, à ce moment-là, effectivement, on recherche beaucoup au niveau local. Ouais. Les gendarmes vont privilégier la piste du tueur local, le porte-à-porte va continuer, les fichiers de délinquants sexuels passés au crible, alors que l'affaire Jonathan Coulon éveille des soupçons bien loin de la Bretagne, de l'autre côté du Rhin, en Allemagne. Dans les jours qui suivent la découverte du corps martyrisé du petit Jonathan Coulon, l'Office fédéral allemand de police criminelle prend contact avec la gendarmerie. Une équipe fait le déplacement jusqu'à Saint-Nazaire. Si les Allemands sont aussi prompts à réagir, c'est que leurs experts ont été stupéfaits en prenant connaissance de la mise en scène ayant entouré la mort de Jonathan Coulon. Un homme qui a ciblé un centre de vacances, a enlevé et agressé un petit garçon dans le but certainement d'abuser de lui sexuellement, puis l'a tué en l'étouffant après l'avoir ligoté d'une façon bien précise. Autant de détails qui rappellent le mode opératoire d'un individu qui sévit outre-Rhin depuis le début des années 90 et qu'on surnomme Der Schwarzmann, l'homme en noir, ou encore Der Maskermann, l'homme masqué. Entre 1989 et 1992, en Allemagne, il a agressé une vingtaine d'enfants dans des centres de vacances. En 1992, il est devenu l'un des criminels les plus recherchés du pays. 3 meurtres en 92, 95 et 2001. 3 garçons de 8 à 13 ans, Dennis Klein, Dennis Rostel et Stefan Jahr, tous enlevés dans des centres de vacances, assassinés et ligotés, les corps dissimulés à plusieurs kilomètres du lieu de l'enlèvement. La PJ allemande est troublée par autant de similitudes. L'homme masqué est-il un tueur en série itinérant? La piste allemande est d'autant plus intéressante qu'à Guérande, là où le corps de Jonathan a été découvert, un témoin, un agriculteur sur son tracteur, avait été intrigué par la présence d'un véhicule immatriculé en Allemagne, arrêté près du plan d'eau. L'agriculteur avait vu un seul homme près de la voiture, un homme de grande taille. L'hypothèse d'un pédophile et tueur en série allemand est prise au sérieux par les enquêteurs français, même si ces derniers continuent à privilégier la piste locale. Après la découverte du corps dès le mois de juillet 2004, les investigations se sont ainsi focalisées sur une diagonale Saint-Nazaire, Saint-Brévin-les-Pins, presqu'île de Guérande. Le dossier s'appuie sur les conclusions d'un expert qui a daté la mort bien après l'enlèvement. À l'appui de cette démonstration, le procureur adjoint de Saint-Nazaire, Jacques Noguelou, affirme à l'époque: il apparaît certain que Jonathan a été séquestré 1 mois et la séquestration s'est vraisemblablement déroulée dans la région nazérienne. Après 4 ans d'enquête, avril 2008, ce même magistrat revient sur ses propos. Une évaluation incertaine de la date de la mort a sans doute été de nature à orienter l'enquête de manière trop étroite. La nouvelle juge d'instruction a alors relancé l'enquête. Elle a missionné la cellule d'analyse criminelle de la gendarmerie à Rosny-sous-Bois pour réétudier des milliers de pièces de procédure au cas où un détail aurait échappé aux enquêteurs. Après 5 ans d'enquête, au printemps 2009, la juge Alice Birono se rend en Allemagne. Elle s'intéresse à la piste de l'insaisissable homme en noir, ce tueur en série qui serait venu frapper en France. Les vérifications ne donnent rien de concret.
Malgré la ténacité de la juge, les investigations tournent en rond. 2000 relevés d'empreintes digitales effectués, 1500 prélèvements ADN, comparés notamment à une goutte de sang retrouvée dans la chambre du centre de vacances sont pratiqués. Près de 500 auditions de témoins et d'habitants de la région, mais aucune garde à vue. Aucun suspect digne de ce nom. 15 avril 2011, l'Allemagne donne à nouveau de ses nouvelles. Celui qu'on surnommait l'homme en noir ou l'homme masqué a été interpellé. Il s'appelle Martin Ney, 40 ans, un ancien militaire, chauffeur routier, devenu éducateur pour enfants. Martin Ney avoue une quarantaine d'agressions sexuelles et 3 meurtres. Il dément être impliqué dans la mort de Jonathan. Pas d'aveu dans ce dossier, même si l'avocate de la mère de Jonathan, maître Catherine Salsac, note « Les faits sont similaires, à chaque fois le même mode opératoire ». Voici donc pour cette arrestation de l'homme en noir, 7 ans après l'enlèvement de Jonathan Coulon. Maître Cathy Richard, vous êtes l'avocate de la grand-mère de Jonathan Coulon. Vous avez toujours cru, vous je crois, et puis dès le début, à cette piste allemande. Je me souviens du premier article lu dans Le Parisien, dans lequel il était question de cet homme en noir, et sur lequel j'avais pu voir les photos des enfants enlevés par Martin Ney. Et là, ça a été une révélation. Voilà. Je dois dire que, sauf à ce qu'ensuite on me démontre que cet homme en noir qui s'introduisait dans les colonies de vacances pour enlever des petits garçons qui ressemblaient comme 2 gouttes d'eau à Jonathan, me semblait vraiment avoir le profil type, le profil idéal. Moi, ce jour-là, j'ai acquis la conviction que c'était lui. J'avoue que depuis, tout m'a donné raison, m'a conforté dans cette conviction, et j'avoue que les derniers éléments qui ont pu être récoltés par le juge d'instruction, auquel je voudrais rendre un vibrant hommage, parce que c'est quelqu'un qui a brillamment travaillé pendant cette présence de Martin Ney, et si j'avais encore des doutes, mais j'en avais pas, mais ils auraient été levés, aujourd'hui ma conviction est totale. Alors, Timothée Boutry, journaliste au Parisien, nous sommes en partenariat aujourd'hui avec le journal Le Parisien, aujourd'hui en France, dans cette affaire qui traite de Martin Ney, le suspect numéro 1 dans l'affaire du petit Jonathan Coulon. Vous, à l'époque, Timothée, vous allez très vite en Allemagne, parce qu'on parle de cette piste. Hein. Oui. Elle paraît très vivante, cette piste. En fait, c'est vrai qu'en France, on ne connaît pas l'histoire de l'homme en noir, évidemment. Maskerman, l'homme masqué. Oui, c'est ça. Alors, évidemment, en Allemagne, c'est une histoire très importante, puisqu'on le recherche, il y a des histoires d'agression, mais elle n'a pas franchi la frontière, je dirais. Mais à partir du moment où il y a la disparition de Jonathan dans les circonstances qu'on a décrites, on va avoir connaissance de ça, les correspondants locaux, cette histoire va apparaître chez nous. Et on se dit, c'est vrai, effectivement, il y a des similitudes qui sont extrêmement troublantes, ne serait-ce que de kidnapper des enfants dans des centres de vacances, c'est quand même très particulier. Et donc moi, à l'époque, très vite, je me rends en Allemagne, c'est peut-être cet article auquel Richard fait allusion, voilà. Et j'avais vu les policiers allemands et le père d'une des jeunes victimes de celui qu'on appelait encore à l'époque l'homme en noir. Et c'était, oui, ça pourrait très bien être la même personne qui s'en est pris à ses enfants et à Jonathan. C'était vraiment, on sentait ça assez fortement. Les Allemands, ils sont vraiment sur cette ligne. Hein. Ah oui, les Allemands, en fait, oui, ils se sont très vite assez convaincus que c'est la même personne, parce que ils ont un mode opératoire très spécifique qui s'est reproduit là, et c'est vrai que c'est très très particulier. Donc il y a vraiment cette sensation-là très rapidement que ça pourrait être la bonne piste. Ce maskerman, cet homme masqué, il s'appelle donc Martin Ney. Qui est-il, Timothée Boutry? Dites-nous, qui est cet homme? Alors, il est originaire du nord de l'Allemagne. Il est né à Brême, après il a vécu à Hambourg. Ses parents ont divorcé quand il était assez jeune. Son père était alcoolique, donc ça se passait pas très bien à la maison, mais il est parti assez vite. Et il a été très protégé par sa mère, en fait, qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui à lui rendre visite très régulièrement en détention. C'est vraiment son soutien. Et il va dire qu'il a une enfance pas forcément très heureuse, parce que il est assez moqué en classe, il a les oreilles décollées, et donc il va être l'objet de raillerie. Il va d'ailleurs faire une opération et ça va aller mieux après.
donc pas forcément très épanoui. Et finalement, son adolescence se passe. Il a 2 frères et dans un premier temps, il souhaite devenir enseignant. Il fait des études d'informatique et de mathématiques. Et puis en fait, il va bifurquer vers ce métier d'éducateur parce qu'il dit moi j'ai souffert en fait de problèmes de pédagogie. On n'a pas su bien m'apprendre et donc moi je veux travailler là-dessus. Et le fait est qu'il va travailler quasiment toute sa vie avec des enfants. Avec des enfants, d'où sa connaissance aussi des centres de vacances, c'est important. On peut estimer qu'il a voyagé, cet homme, qui connaît aussi le fonctionnement de ce genre d'institution. Oui, il connaît bien les enfants, il connaît les centres, et puis il se balade, il fait des repérages en fait, il raconte que il repère quelque chose, il regarde par la fenêtre et même il repère les enfants en fait qu'il va agresser parce que il attirait toujours, c'est ce qu'il décrit quand il a entendu, le même type d'enfants, des petits garçons prépubères d'une dizaine d'années, plutôt blonds, qu'il qualifie de beaux. Alors ça c'est très subjectif, mais il a vraiment un type particulier et donc il repère des lieux et des proies en fait, donc c'est vraiment très ciblé. Un type qui correspond à Jonathan ? Oui, c'est ce que disait Maître Richard, effectivement, qui correspond totalement au physique de Jonathan. Qu'est-ce qu'il dit ? Encore juste un petit mot très court, mais qu'est-ce qu'il dit quand on l'interroge, au début les policiers allemands lui disent il y a aussi cette histoire en France, à Saint-Brévin-les-Pins. Il nie catégoriquement, vraiment, quand il est interrogé, il dit non, pas du tout, et il veut même pas en parler, il refuse de rencontrer le juge d'instruction français qui se déplace, les enquêteurs français, donc il veut absolument pas en entendre parler. Martin Ney dément donc avoir enlevé et tué le petit Jonathan. Certains de ses bavardages vont pourtant le replacer en pleine lumière dans ce dossier, faisant d'un seul coup de la piste allemande la plus solide qu'il soit. 14h30, 15h30, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Pour moi, c'est une petite lueur d'espoir pour que je puisse faire déjà mon deuil et avoir un visage et un nom. Mais j'ai besoin de ça et puis de savoir ce qu'il lui a fait exactement. Je veux savoir s'il lui a fait du mal, s'il l'a fait souffrir. J'ai besoin de ça. Heure du crime consacrée aujourd'hui à Martin Ney, le suspect numéro 1 dans l'affaire Jonathan Coulon. 13 ans après la mort du petit garçon, le pédophile allemand, condamné à la prison à vie, se confie à un co-détenu. Martin Ney, condamné en 2012 à la prison à vie en Allemagne pour les enlèvements, séquestrations et meurtres de 3 petits garçons, a fermé la porte concernant la mort de Jonathan Coulon en avril 2004 à Saint-Brévin-les-Pins. La police criminelle allemande demeure persuadée qu'il est pourtant bien derrière ce crime, mais aussi derrière celui de Nicky Verstappen, un jeune néerlandais de 11 ans enlevé et tué aux Pays-Bas. En 2017, Martin Ney se livre à l'un de ses co-détenus à la prison de Celle, en Basse-Saxe. Ce dernier va rapporter ses propos. Il affirme que Ney s'est plusieurs fois confié et a détaillé certains de ses crimes. Il a notamment fait état d'un viol et d'un meurtre qu'il aurait commis en France, celui d'un petit garçon en Bretagne. Martin Ney a donné des détails qui jusque-là ne sont pas sortis dans les journaux. Il explique ainsi avoir été surpris de ne pas avoir été interpellé dans cette affaire car il avait égaré sur place son sac à dos en cuir. Il y avait à l'intérieur de quoi le confondre. Il indique aussi avoir été vu par un homme avec un chien alors qu'il venait de se débarrasser du corps. L'agriculteur qui était sur son tracteur vers 22h quand il avait aperçu un homme près de sa voiture, le coffre ouvert face au plan d'eau, ce témoin était effectivement accompagné ce jour-là de son chien. Au pôle criminel de Nantes, le 3e juge du dossier Jonathan Coulon, Stéphane Lorenz, s'empare de ces précieuses informations. Pas question pour l'instant de mentionner le nom de Martin Ney ou de faire état de ses confidences. Le juge lance le 6 avril 2018 un appel à témoins concernant la découverte d'un sac à dos en cuir marron de type besace, refermé par un lacet et muni de poches. Un bagage qui pourrait avoir été trouvé à Saint-Brévin-les-Pins ou à Guérande. Le parquet de Nantes refuse de dire si ce sac pourrait être celui du meurtrier. Il est simplement présenté comme un élément pouvant faire progresser l'enquête. Les enquêteurs sont convaincus que l'homme qui a tué Jonathan n'en était pas à son coup d'essai. Dans le même temps, les polices ukrainiennes, polonaises et même grecques s'intéressent elles aussi à Martin Ney. Le juge Lorenz va demander à l'Allemagne l'extradition du suspect numéro 1. Alors il y a ce coup de théâtre que je viens de raconter, ces confidences à ce co-détenu qui fait qu'un important élément se dessine dans ce dossier.
Ce codétenu, Marcus, on va l'appeler, va raconter beaucoup de choses à la police allemande. Maître Richard, il faut prendre ce témoignage avec des pincettes ou avec vraiment pour argent comptant, j'ai envie de dire? Il est certain que tous les éléments de ce dossier, tous les éléments sont porteurs de certitude. En tout cas, ils sont porteurs d'indices très graves et très concordants vers la culpabilité de Martine Ney, celui-là comme d'autres. Et concernant ma conviction, elle est absolue. Alors, conviction absolue du côté de Maître Cathy Richard, on vient de l'entendre. Timothée Boutry, journaliste au Parisien, journal avec qui nous sommes aujourd'hui en partenariat dans cette heure du crime. On va reprendre ces éléments importants qu'il confie à ce codétenu. Impossible de penser que ce codétenu les a inventés. C'est vraiment, ça paraît invraisemblable. L'histoire du sac, par exemple. Oui, d'autant qu'ils sont assez proches en fait, parce que Martine Ney dit qu'il a confiance dans cet homme-là. Après, il dit maintenant, je comprends pas pourquoi il dit ça sur moi, mais le fameux Marcus. Ouais, voilà, ils avaient de bons rapports. C'était les rares connexions qu'on puisse faire entre eux en détention. Oui, alors le sac, c'est vrai qu'au moment de l'appel à témoins, on ne savait pas pourquoi, parce qu'on n'avait pas eu connaissance encore, avant que le Parisien révèle les histoires de ces confidences par ce codétenu. On se dit, mais qu'est-ce que c'est ce sac? Tout ce qu'on nous dit, c'est non, c'est pas une histoire d'ADN et tout ça. Bon, mais c'est un lien avec l'affaire. Du coup, maintenant, on sait, c'est puisqu'effectivement, Martine Ney aurait donc dit à son codétenu qu'il avait oublié un sac avec des documents, une pièce d'identité, en tout cas, qu'il relie directement à lui. Et il y a eu des retours et on l'a pas retrouvé, ce sac. Mais sachant que les enquêteurs ont retrouvé beaucoup de photos de Martine Ney pendant des colonies de vacances où effectivement, il porte un sac à chaque fois le même. Oui, donc, c'est pour ça qu'ils arrivent à le décrire très précisément. Voilà, ils peuvent le décrire. Mais disons que quand le codétenu parle d'un sac, ma foi, un sac, vous me direz, mais le fait est que Martine Ney a souvent un sac avec lui quand il est en colo. Donc, voilà. Et qu'on ne le retrouve pas par la suite. Non, donc, il y a eu plusieurs retours après cet appel à témoins, mais il n'y a aucun qui a été concluant. Et à chaque fois, c'était pas le bon sac. Donc là, on l'a pas retrouvé, ce sac-là. Et encore moins les documents d'identité. Alors, autre élément important, c'est l'histoire de ce chien. Ça, c'est avec effectivement. Alors là, c'est troublant. Ouais, beaucoup plus, je dirais, conclusif aux yeux des enquêteurs, parce que juste un petit détail, c'est pas devant l'étang où on a retrouvé le corps, c'est un autre étang en fait. Voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que cet agriculteur, en fin de journée, il voit un véhicule, une BMW, qui passe devant chez lui et qui emprunte un chemin en terre qui mène à rien. En fait, déjà c'est surprenant parce que c'est pas une voie de circulation et qui mène en fait à un étang, c'est un cul-de-sac quoi. Alors, il est un peu intrigué, voilà, et donc il prend son tracteur, il emprunte ce chemin et il dit qu'il voit la voiture garée l'avant vers l'étang, le coffre ouvert et qu'il y a un homme assez grand avec un chapeau et que quand il arrive là, l'homme est pris dans les phares et calmement va revenir, fermer le coffre, repartir et le croiser, voilà. Et là il dit la plaque d'immatriculation était allemande. Et il confirme qu'il avait bien un chien. Il avait un chien, oui. Les justices françaises et allemandes se partagent un même sentiment à propos de l'implication de Martin Ney dans la mort du petit Jonathan. Le pédophile et tueur en série va donc être remis temporairement à la France. Vendredi 22 janvier 2021, Martin Ney est présenté au juge de Nantes, Stéphane Lorentz, dans le dossier Jonathan Coulon. Le magistrat, accompagné d'enquêteurs, s'était rendu à 2 reprises en Allemagne, mais par 2 fois, le suspect avait refusé de les recevoir. Le juge Lorentz ne s'est pas découragé et a obtenu des autorités allemandes une remise temporaire de l'intéressé visé par un mandat d'arrêt européen. Le transfert devait se faire en 2020, mais la crise sanitaire a bousculé le programme. Lundi 25 janvier 2021, presque 17 ans après la mort de Jonathan, Martin Ney est mis en examen pour enlèvement, séquestration suivie de meurtre. Selon l'accord passé avec l'Allemagne, le juge dispose de 8 mois pour procéder à des interrogatoires, tâche plus ardue qu'il n'y paraît. Martin Ney va souvent se murer dans le silence, puis distiller ses réponses au compte-gouttes, démentant systématiquement les affirmations de son codétenu. Au cours de ces 8 mois d'audition, Martin Ney ne va pas avouer le meurtre de Saint-Brévin-les-Pins, mais au fil des procès-verbaux révélés par le journal Le Parisien surgissent des éléments troublants, des interrogations, des doutes, comme si le suspect s'amusait à entretenir le suspense sur ce crime. À propos du petit Jonathan, il ne dément pas que ce garçon aurait pu lui plaire physiquement,
sans pouvoir affirmer qu'il lui plaisait beaucoup. Il consent de dire que du point de vue de son âge, il pourrait correspondre à ses autres victimes. Quand le juge lui fait remarquer que son ordinateur n'a jamais été connecté à Internet en avril 2004, date de l'enlèvement, et qu'il n'a passé aucun appel depuis l'Allemagne, l'homme parle d'un hasard, tout en précisant « d'une manière générale, j'ai toujours fait en sorte de ne laisser aucune trace. Je ne l'ai pas fait spécialement à ce moment-là. » Martin Ney avait évoqué sur un forum pédophile la présence de l'homme en noir en France suite à la mort de Jonathan. Aucune forme d'aveu, selon lui, même si, dit-il, rétrospectivement, cela peut paraître effectivement suspect. 8 mois d'auditions successives, maître Cathy Richard, avocate de la grand-mère de Jonathan Coulon. Comment se sont passés finalement ces mois d'interrogatoire ? La seule chose que je puisse vous dire, c'est que le juge a fait un travail colossal pendant ces 8 mois. Il a interrogé à plusieurs reprises Martine Ney. Il a procédé aussi à tous les actes qui lui étaient possibles d'effectuer. Ça a été un très gros travail pour un juge qui, je le répète, avait aussi d'autres charges d'instruction et qu'on n'a pas aidé forcément pendant ces 8 mois à devoir se consacrer à ce dossier. Alors Timothée Boutry, vous êtes journaliste au Parisien et vous n'êtes pas soumis au secret de l'instruction comme peut l'être Cathy Richard. Vous connaissez bien ce dossier. Vous avez révélé un petit peu ce qu'a pu dire au cours de ces 8 mois Martin Ney. Qu'est-ce qu'il raconte finalement ? Il continue à dire c'est pas moi. Ah oui, il dit non, c'est pas moi. Non, il dit je voudrais pas être accusé pour ce que j'ai pas fait, je voudrais même pas être jugé pour ce que je n'ai pas fait. Voilà, mais après le juge lui pose énormément de questions, il répond, mais à chaque fois il dit bah oui, c'est troublant. C'est vrai que ces réponses les interroge. Quand il dit lui-même, effectivement, je peux pas nier qu'il y a beaucoup de similitudes avec ce que j'ai fait. Et il le dit c'est incroyable ça. Ouais, parce que c'est très glaçant aussi. Il répond de manière presque cynique chaque fois. En tout cas, clinique peut-être plus que cynique. C'est-à-dire qu'il est, parce que il va lui demander de raconter les crimes pour lesquels il a été condamné. Il va refaire en détail le repérage, la manière dont il parle avec ses victimes, comment ils réagissent, et que en fait c'est à partir du moment où il pense qu'il va être reconnu qu'il les tue en fait, parce que il parle d'une 50aine d'agressions sexuelles. Donc à chaque fois c'est la nuit, il va s'approcher de jeunes garçons, et quand ça se passe mal, il va les tuer et il va les déposer, les cacher à un autre endroit. Donc tout ça est raconté vraiment librement. Il dit même, moi je savais, j'ai répondu à tellement de questions que allez-y, j'y vais quoi. Alors, je parle. Pas de preuves contre lui, Timothée, dans ce dossier, dans le dossier Jonathan Coulon, mais des présomptions. Il y a notamment, je l'ai évoqué, ce forum sur lequel il se connecte, ce forum pédophile. Racontez-nous là, parce que là, il parle de faits qui sont pas très connus à l'époque. Oui, et surtout que là, on est vraiment peu de temps après la disparition de Jonathan, donc son corps n'a pas retrouvé. Et il dit, il faudrait s'intéresser à ce qui se passe en France. L'homme en noir a encore frappé. Alors là, le juge, mais attendez, c'est quand même, il lui dit, ça ressemble à des aveux. Il dit non, pas du tout, mais je savais bien qu'on allait forcément parler de l'Allemagne puisque les similitudes étaient tellement fortes. Et il dit même, je me suis demandé si c'était pas quelqu'un qui avait copié ce que moi je faisais pour en gros m'incriminer, sachant qu'à l'époque, il n'est pas arrêté. Donc c'est vraiment assez spécial comme raisonnement. Il a un peu réponse à tout. En tout cas, il laisse planer le suspense. Question qui me trotte dans la tête, pourquoi est-ce qu'il n'avouerait pas le meurtre de Jonathan Coulon, si c'était lui, alors qu'il a avoué les 3 autres en Allemagne? Déjà, première hypothèse, c'est pas lui. Enfin, moi, il bénéficie de la présomption d'innocence, il est mis en examen, il conteste. Déjà, première hypothèse. Après, son codétenu a dit tant que sa mère serait en vie, il n'avouera pas de nouveau meurtre. Donc voilà, on lui dit ça, le juge lui reprend cette phrase, dit non, pas du tout, c'est pas ça, mais c'est une des hypothèses, si jamais il était l'auteur de ce crime. Martin Ney va pouvoir repartir en Allemagne et continuer à purger sa peine dans son pays. Malgré l'absence d'aveu, le juge Lorenz pourrait retenir sa culpabilité et le renvoyer pour ce crime devant une cour d'assises. Au cours de l'enquête, Virginie Coulon, la mère de Jonathan,
indiquait qu'elle attendrait tout le temps qu'il faudrait pour que l'assassin de son fils soit arrêté et jugé. Même si c'est au bout de 20 ans qu'on le retrouve, je serai la plus heureuse. Tout ce que je souhaite, c'est qu'on le retrouve, disait-elle. Après la mise en examen de Martin Ney, elle avait fait part de son soulagement. Son avocate indiquait alors « La maman de Jonathan a beaucoup d'espoir. Celle-ci ne pourra pas faire son deuil tant que le meurtrier ne sera pas identifié, avec un nom et un visage. » Le 9 avril 2021, le juge Lawrence organise un transport sur les lieux du crime, en l'occurrence l'étang du manoir de Porte-Calon sur la presqu'île de Guérande. Il s'agit de mettre en situation Martin Ney près d'une voiture, en présence de l'agriculteur qui avait aperçu un homme dans ce coin peu après la disparition de l'enfant. Le témoin n'avait alors pas vu précisément le visage de l'individu. Lors de la reconstitution, il affirme que la morphologie de Martin Ney correspond à la silhouette aperçue à l'époque, celle d'un homme mesurant près de 2 mètres. Il appartient désormais au juge d'instruction de décider de la suite, demander d'autres vérifications dans le cadre des investigations ou bien s'acheminer peu à peu vers la clôture du dossier. La famille de la victime ne peut pas imaginer qu'un non-lieu soit prononcé. Le juge pourrait estimer que même sans aveu, il dispose d'éléments suffisants pour renvoyer Martin Ney devant une cour d'assises. Déclaration recoupée du co-détenu, mode opératoire similaire, absence d'alibi au moment du meurtre, etc., etc. Martin Ney pourrait alors être jugé pour un crime qui, à ce jour, demeure une affaire non résolue. Maître Cathy Richard, avocate de la grand-mère de Jonathan Coulon, on vous retrouve à la fin de cette heure du crime. Évidemment, il n'a pas fait d'aveu, Martin Ney. Il y a toujours ce possible, toutefois, renvoi aux assises. Peut-être y a-t-il suffisamment de présomption contre lui. C'est ce que je suppose que vous souhaitez, Maître Richard. Moi, ce que je souhaite, bien évidemment, c'est que Martin Ney réponde devant la cour d'assises des faits d'enlèvement et de meurtre, d'assassinat de Jonathan. Il y a, selon vous, assez d'éléments, Maître Richard, pour faire comparaître vraiment Martin Ney devant un juré d'assises ? Aujourd'hui, je suis absolument persuadée que des jurés auxquels on présenterait le dossier n'auraient pas de doute sur la culpabilité de Martin Ney. Alors, on entend l'avocate, Maître Cathy Richard, Timothée Boutry, journaliste au Parisien, le Parisien aujourd'hui en France, notre partenaire aujourd'hui dans cette heure du crime. Est-ce qu'il peut encore être interrogé, Martin Ney? Il va repartir en Allemagne, c'est 8 mois, c'était la procédure, on avait arrêté la pendule comme ça, d'ailleurs c'est la loi. Oui, c'est une procédure assez spécifique, là où je ne connaissais pas très bien avant cette affaire. Je crois qu'il y a encore des actes qui sont en cours, qui doivent revenir vers le juge. Mais par contre, je pense qu'au niveau des auditions, il y en a eu 4, 3 très longues. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup plus de questions. J'imagine que là, c'est de la prospective. Les derniers éléments vont revenir et que sans doute il va clôturer son instruction. Et après, il y aura des observations à faire par les uns et par les autres. Le parquet prendra ses réquisitions. Alors c'est vrai qu'en l'état, il est mis en examen, c'est-à-dire qu'il y a des indices graves et concordants, et que si on est toujours sur cette ligne-là, il pourrait être traduit en accusation devant la cour d'assises. Ce serait le débouché naturel, puisque même s'il n'y a pas eu d'aveu, j'ai pas l'impression qu'il y a eu des éléments qui seraient de nature à lever cette mise en examen. Et dans ce cas-là, on peut imaginer qu'il puisse être réextradé finalement pour un procès. Oui, encore faut-il qu'il soit d'accord, lui, pour... Je sais pas si... Alors, je sais que ça avait été très long, en fait, pour qu'il vienne, parce qu'il s'y était opposé. Il avait exercé des voies de recours légitimes, mais du coup, il avait été forcé de venir. Enfin, il n'avait pas donné son accord, mais il y avait eu un circuit qui a été fait. Et je pense que ça va être la même chose pour une éventuelle comparution devant la cour d'assises à le moment venu. Qu'est-ce qui reste encore de cette affaire aujourd'hui? La famille attend, on l'a dit, j'ai cité la maman du petit Jonathan. Oui, j'avais aussi au téléphone la sœur de Jonathan. Vous imaginez, ça fait 17 ans, c'est une absence qui demeure et c'est un chagrin parce que, contrairement à d'autres enfants disparus, là, malheureusement, son décès ne fait guère de doute parce qu'on a retrouvé son corps.
Mais il y a toujours cette impunité de savoir que ce petit garçon de 10 ans a été tué et l'auteur de ce crime atroce n'a pas été traduit devant une cour d'assises. Donc évidemment, il y a beaucoup d'espoir chez les proches de Jonathan qu'un suspect comparaisse et on verra après ce que l'espoir, effectivement, c'est que Martin Ney soit traduit finalement devant un juré d'assises, qu'il puisse comparaître. C'est le seul espoir aujourd'hui qui reste dans cette affaire. C'est le seul suspect, il faut le dire. Aujourd'hui, c'est le seul suspect. Il n'y en a jamais eu d'autres, en fait. Il n'y a jamais eu de mise en examen. Il y a eu des gardes à vue. Évidemment, c'est classique, vous connaissez ça très bien. Dans une enquête, il y a des gens qui sont entendus sous ce régime-là, mais il n'y a jamais été au-delà de ça. Et là, c'est la première fois qu'on a un suspect, un mis en examen, c'est l'unique. Et c'est vrai qu'on a envie de dire, si c'est Martin Ney, l'enquête, si c'est pas lui, l'enquête repart totalement à zéro. Donc aujourd'hui, il y a encore plusieurs mois, plusieurs années peut-être de procédure, ou on arrive au bout? Je pense qu'on arrive globalement au bout. Merci beaucoup Timothée Boutry et maître Cathy Richard d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation et puis Boris Pierdu qui était derrière les manettes à la réalisation. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.